Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Vous le voyez, nous sommes en train d'attendre la présidente de l'Assemblée nationale qui s'installe à l'hémicycle et qui va présider cette séance. Nous sommes le 10 décembre 2025 et il est 14h01. La présidente de l'Assemblée nationale a 1 minute de retard, c'est inacceptable. Et nous allons donc ouvrir une séance assez explosive. Les questions au gouvernement. Après le vote du PLFSS d'hier. Par M. Alexandre Allégret, pilote pour le groupe UDR. Et on va commencer par le groupe UDR, les députés. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement. Hier, dans un vote étonnant, le groupe écologiste, qui officiellement ne cesse de critiquer votre politique depuis des mois, s'est abstenu dans sa grande majorité sur votre budget pour la sécurité sociale, 3 d'entre eux votant même en faveur du texte. Quelle surprise! Ce vote intervient alors que nous avons appris hier que des sondages auraient lieu au vote des écologistes en échange d'une politique de soutien aux ruineuses énergies intermittentes. Quelle coïncidence! Après avoir bradé nos équilibres budgétaires aux socialistes, après avoir sacrifié la médecine et l'investissement avec la complicité de LR, vous seriez prêt aujourd'hui à sacrifier aussi notre politique énergétique sur l'autel de la survie de votre gouvernement. S'il s'agit d'une prise en otage, clignez 3 fois. Il n'existe aucun mouvement politique qui ait fait plus de mal à l'environnement que les écologistes. En Allemagne, ils ont enterré le nucléaire et déterré le charbon. En France, ils ont saccagé notre indépendance énergétique pour favoriser des énergies LED, qu'on se le dise, diffuses et intermittentes. Après Voynet et Hollande, jamais 2 sans 3. Comment s'aborder à la fois la planète et la nation? C'est un coup de maître. Pas besoin d'ennemis avec des amis comme cela. Pour rappel, le soutien aux énergies pseudo-renouvelables prévu par la programmation pluriannuelle de l'énergie 3, c'est 200 à 250 milliards d'euros d'argent du contribuable pour des énergies qui ne sont pas pilotables, qui produisent peu, qui sont plus chères que le nucléaire et l'hydraulique et qui déstabilisent le réseau électrique. Bref, la totale. La France est encore un modèle environnemental en matière d'électricité. 2 fois moins de renouvelables qu'en Allemagne, 9 fois moins de CO2. Plus pour longtemps. Réveillez-vous donc de ce coma artificiel dans lequel vous ont plongé les écolos et qui détruit l'écologie. Ma question est donc la suivante. Avez-vous pris des engagements sur la programmation pluriannuelle de l'énergie auprès du groupe écologiste? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, je vous avais dit que ce serait l'économie et des finances. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, alors, vous nous accusez de prendre quelque chose en otage, j'ai pas bien compris quoi. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que ce sujet est suffisamment sérieux. La technique, faire genre qu'on n'a pas compris pour décrédibiliser l'énergie, pour que vous ne soyez pas à même de prendre ce sujet en otage pour des basses considérations politiques. Monsieur le député, les fantasmes et les guerres de religion sur les différentes sources d'énergie, je pense qu'on en a soupé. On est capable sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, y compris le financement de la sécurité sociale, de créer des débats qui ne sont pas caricaturaux et qui permettent d'échanger entre gens de bonne volonté, en intégrant évidemment les avantages et les inconvénients de chaque source d'énergie pour construire l'énergie de la France des 10, 20, 30, 40 prochaines années. Et c'est ce que nous faisons, sans caricature. Vous le savez, les énergies renouvelables, elles ont des avantages, ne vous en déplaise. Elles sont évidemment décarbonées, elles sont flexibles en termes de construction, elles peuvent être construites de manière plus rapide et elles permettent, j'espère que ça vous intéresse, de développer c'est sûr que par rapport à l'EPR de Flamanville, ça va plus vite. Dans nos territoires. Et vous le savez évidemment, le nucléaire fait partie du mix énergétique grâce à des grands leaders qui ont lancé ça il y a plus de 50 ans et on va continuer à le développer. Donc enterrons l'âge de guerre des religions, continuons à développer les énergies de manière équilibrée et n'allons pas chercher midi à 14h. Le Premier ministre a eu l'occasion de répondre hier à cette question. Aucun chantage, aucun deal, si ce n'est la volonté d'assurer la souveraineté énergétique et industrielle de la France. Merci beaucoup. Bon, ça risque d'être comme ça pendant toute la séance. La parole est à présent à monsieur Roger Chudeau pour le Rassemblement national. Oui, bon, ça va pas s'arranger. Voilà, le Rassemblement national maintenant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, les performances de notre système éducatif s'effondrent. Même le ministère de l'Économie s'en émeut dans une note récente et y voit une menace pour l'avenir de la nation. Et que fait votre ministère avec ardeur? Il harcèle l'enseignement catholique. Le secrétaire général de celui-ci évoque des opérations de police menées par les corps d'inspection à la diligence des recteurs. Dans un courrier public qu'il vous adresse le 5 décembre, le secrétaire général rappelle que s'il ne peut y avoir de liberté sans contrôle, la manière dont ceux-ci sont conduits aujourd'hui est scandaleuse.
12 pages de témoignages accompagnent ce courrier. On y lit que des inspections sont parfois menées par des brigades de 15 inspecteurs, que les chefs d'établissement sont interrogés par 4 inspecteurs, que des élèves sont questionnés hors de la présence d'adultes référents, qu'il est enjoint à certains établissements de faire disparaître les croix des classes au motif que cela discrimine les élèves musulmans. Ces pratiques doivent cesser, car elles constituent une instrumentalisation politique des corps d'inspection et car elles jettent le discrédit sur l'enseignement diocésain, délégataire de service public, choisi par une famille française sur 2 durant la scolarité de leurs enfants. Vous avez une façon singulière, Monsieur le Ministre, de célébrer le 120e anniversaire. Oui, puis après on s'étonnera d'avoir de nouveau une affaire Beta-Haram. Devons-nous croire que c'est à la liberté d'enseignement que vous vous attaquez, ainsi sous le prétexte de faire suite aux recommandations de la commission d'enquête sur Beta-Haram? Voilà, Seriez-vous sensible aux sirènes laïcardes de l'extrême gauche dont l'horloge politique est restée bloquée à l'époque du petit père Combes? Revenez aux urgences, Monsieur le Ministre. Oh là là. Réformez l'éducation prioritaire, par exemple. Mais vous venez hier de l'abandonner en race campagne. Ou bien assurez-vous que les EPLE, dont 50% n'ont pas de projet d'établissement, ce qui est contraire à la loi, commencent par respecter celle-ci. Et si vous manquez d'idées, Monsieur le Ministre, vous connaissez l'adresse du Rassemblement national. Merci. Non, mais on n'a pas besoin de vous. La parole est à Monsieur Édouard Geoffray, surtout pour provoquer d'autres affaires Beta-Haram, on n'a pas besoin de vous. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous savez que l'enseignement privé sous contrat s'inscrit dans un cadre constitutionnel, législatif et réglementaire dont j'ai été d'ailleurs plusieurs fois amené à rappeler ici qu'il devait être respecté dans toutes ses dimensions. La responsabilité de mon ministère, c'est d'assurer le respect de ce cadre. On n'est pas là pour porter atteinte au privé sous contrat, au contraire ce serait extrêmement problématique. On n'est pas là non plus pour avoir un contrôle distancié. Et vous savez que pendant des années, il y a eu un contrôle très distancié du privé sous contrat, peut-être d'ailleurs pas que de lui, qui aboutissait à faire une vingtaine de contrôles par an, autrement dit quasiment rien, et qui de fait n'intervenait que quand on était sur des situations qui étaient réellement problématiques. Nous avons engagé, et j'allais dire avec sérénité, un plan de contrôle systématique. 1000 établissements auront été contrôlés cette année. Nous sommes à 985 contrôles finalisés à date. 40% de ces établissements auront été contrôlés d'ici 2027. Ce qui est très peu. Bien au clair sur le fait que ces contrôles ne peuvent avoir pour objet que 40% en 3 ans, c'est pas assez. D'association et du cadre réglementaire. Et dans cette perspective, vous l'avez dit, le secrétaire général du SGEC a dressé une liste de situations qui, si elles sont avérées, ne sont effectivement pas acceptables. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais donc rappeler le cadre réglementaire aux recteurs et aux inspecteurs. Je vois les recteurs demain d'ailleurs et j'en parlerai à ce sujet, de manière à ce que les contrôles puissent intervenir dans un climat serein, dans un cadre juridiquement respectueux du droit et dénué de tout parti pris, quel qu'en soit le sens, et de toute considération morale, politique ou idéologique, quel que soit le sens. Les contrôles, c'est par définition des contrôles qui sont tenus à un devoir de neutralité et d'objectivité. Et j'y verrai, et une fois encore, quel que soit le sens. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Nathalie Cogia pour le groupe EPR. Merci, EPR, les macronistes. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et j'y associe l'ensemble des députés des Français de l'étranger du groupe EPR. Guerre en Ukraine. Le réseau des lycées français géré par l'AEFE est un atout unique pour la place de la France dans le monde. Il y relaie notre langue, notre culture, nos valeurs. C'est un actif intangible précieux, car à l'heure où le Trumpisme et ses variantes sont diffusées urbi et orbi par les algorithmes, notre réseau AEFE forme des élites francophiles et crée des liens durables avec les pays hôtes, renforçant ainsi notre diplomatie d'influence et notre rayonnement international. Tout cela pour un prix modique pour le contribuable français, puisque ce sont les parents d'élèves de l'étranger qui payent déjà 80% des coûts de fonctionnement du réseau. Et pourtant, ce réseau est aujourd'hui déstabilisé par la baisse en 2025 et prévue en 2026 de la subvention de l'État et par le poids croissant des cotisations de retraite des enseignants. Ces choix pris sans vision d'ensemble ni concertation fragilisent l'ensemble du réseau, son accessibilité, sa compétitivité et sa stabilité. On ne pérennisera pas l'AEFE en faisant peser sur les seuls établissements et les familles d'élèves le coût d'un modèle qu'il revient à l'État de réformer. Alors que les frais de scolarité annuels moyens supportés par les familles du réseau s'élèvent déjà à 7 000 € par élève, une approche strictement comptable entraînerait une hausse significative de ces écolages sans contrepartie, une exclusion accrue des classes moyennes, des risques de déconventionnement, une instabilité pour les personnels détachés et une perte d'influence au profit de nos concurrents.
Voilà 8 ans que les députés FDE du groupe EPR Renaissance appellent à une réforme profonde de l'AEFE en concertation avec toute la communauté éducative, parents, enseignants, élus. D'où ma question. Monsieur le ministre, quelles réformes comptez-vous mettre en œuvre de manière concertée pour enfin pérenniser le réseau des lycées français internationaux et assainir ses bases financières face à une situation qui se dégrade depuis 2018 et que les arbitrages budgétaires décidés en l'état ne feraient qu'aggraver en privant l'opérateur de marge de manœuvre? Merci. Je suis vraiment curieux du poids de cet opérateur justement dans ce réseau des lycées étrangers. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison. L'enseignement français à l'étranger est un trésor. C'est à la fois un service public rendu à nos compatriotes établis à l'étranger. C'est aussi un levier d'influence pour notre pays. Et c'est un trésor que nous devons préserver de 2 menaces qui le guettent. La première de ces menaces, c'est l'écart structurel qui se crée entre les recettes et les charges de l'opérateur qui en a la charge, l'AEFE. Et la deuxième, ce sont les difficultés conjoncturelles auxquelles le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, veut faire face en sollicitant de la part de l'ensemble des ministères et des opérateurs des mesures d'économie. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la dotation est en baisse cette année, mais elle sera compensée par un certain nombre de mesures qui vont être prises d'abord par l'opérateur lui-même, dont les services centraux vont faire des efforts en matière d'effectifs, en matière de frais de mission, mais également par les établissements, notamment les établissements en gestion directe et les établissements conventionnés, en fonction de la part qu'ils portent des enseignants détachés, et dans une bien moindre mesure, les établissements partenaires. Ces mesures budgétaires pourraient avoir un impact sur les frais de scolarité qui seront compensés, je le souhaite, par un ressaut du point de vue des bourses, c'est-à-dire une réinjection des économies ainsi réalisées. Et le vote du Sénat hier à ce sujet nous permettra de le faire dans les meilleures conditions. Donc on baisse les dépenses pour augmenter les recettes, pour les réinjecter en dépenses autrement. De plus long terme, pour projeter ce réseau, ce trésor dans l'avenir, le rendre plus efficace avec une refonte de sa gouvernance et un ciblage de ses missions, le rendre plus juste avec une part plus importante portée par les élèves et les familles étrangères que les élèves et les familles français, et puis plus lisible avec la fin progressive des exemptions, des exonérations qui se sont accumulées au fil du temps et qui nuisent à l'efficacité et à la lisibilité de ce système. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Nathalie Osiol pour le groupe La France Insoumise. LFI, les députés de Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, à Gabès en Tunisie, la population étouffe et la France est complice. Depuis septembre, l'hôpital de Gabès voit exploser le nombre de patients pris en charge pour intoxication au gaz. Au moins 310 personnes ont été hospitalisées pour des difficultés à respirer, dont une 50aine de lycéens et une 30aine de collégiens. Ces intoxications sont causées par le groupe chimique tunisien spécialisé dans la transformation du phosphate qui rejette des gaz toxiques dans l'atmosphère et entre 10 et 15 000 tonnes de déchets chaque jour dans la mer. La transformation du phosphate permet de produire plusieurs engrais, notamment le DAP 1846. Or, où sont exportés ces engrais aux conditions de production désastreuses? En France, par un groupe industriel français en particulier, le groupe Roulier, qui a sa filiale Phosphea implantée sur le site de Gabès. Or, les autorités françaises n'ignorent pas le coût environnemental et sanitaire de ces importations depuis Gabès. En juillet 2017, l'ambassadeur de France en Tunisie a annoncé un soutien au projet de dépollution du golfe de Gabès. Notons au passage que l'ancien ministre des Pesticides, Marc Fesneau, a accueilli dans son cabinet l'ancien directeur général de la stratégie de Roulier. Depuis 10 ans, la France a laissé la situation empirer. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté à Gabès suite à la grève générale décrétée par l'Union générale tunisienne du travail. Ces manifestants pacifiques ont été violemment réprimés, comme chaque mouvement de protestation citoyen, politique, syndical l'est en Tunisie. Avec mon groupe La France Insoumise, nous disons notre solidarité avec le peuple tunisien et les victimes de la répression du régime autoritaire de Kaïs Saïed. Monsieur le ministre, pourquoi la France ferme-t-elle les yeux sur l'implication du groupe Roulier à Gabès? Allez-vous agir pour que la France cesse d'être complice de l'intoxication des sols, des eaux et des habitants en Tunisie? Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, vous avez la parole.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je vous invite peut-être à réécouter votre question. Vous nous parlez de la Tunisie et vous accablez, pour commencer, une entreprise française et vous poursuivez en pointant du doigt le président d'un groupe de cette assemblée parlementaire. Est-ce bien responsable? Les manifestations, le mouvement social qui a lieu à Gabès en Tunisie pour protester contre la situation environnementale est une affaire tunisienne qui n'a pas vocation à être commentée par les autorités françaises. Les manifestations doivent pouvoir se dérouler en toute liberté et dans le respect des règles de l'État de droit. Ça, c'est ce qu'on appelle un contournement de la question. Pour autant, je regrette, je déplore la désinformation diffamatoire qui est menée par un média, le média affilié à la France insoumise, contre le groupe français Roulier, qui produit certes des compléments nutritionnels pour animaux et végétaux sur les 2 sites de Gabès, mais cette activité de transformation ne génère pas de rejets toxiques. D'ailleurs, la politique de responsabilité sociale des entreprises qu'elles mettent en œuvre sur le terrain est reconnue par tous localement. Donc je vous invite à ne pas mais c'est de la RSE française ou tunisienne? Lire sur le média et à recalibrer. Parce qu'en fonction du pays, ça peut tout dire. Pour ne pas accabler ni les entreprises françaises, ni les membres éminents de cette Assemblée. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ils sont bien énervés. La parole est à présent Monsieur Christian Baptiste pour le groupe socialiste. Les socialistes, ils vont être bien énervés aussi. Madame la Ministre de la Culture, le 13 octobre, France Télévisions diffuse Mères en lutte, un documentaire qui suit 3 mères se battant pour faire reconnaître l'inceste subi par leurs enfants. 3 histoires singulières, mais qui relèvent une réalité immense. En France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, dont 130 000 au sein de leur famille. Et seul un enfant sur 10 en parle. C'est dire l'ampleur de l'horreur. Le 13 novembre, nous projetons ce film ici, à l'Assemblée nationale. Et au moment où nos invités demandent comment le revoir, nous apprenons que le replay a été supprimé. Pourquoi? Je le sentais. Parce qu'un homme, jamais cité, dont la situation n'est évoquée qu'à travers le témoignage de Cynthia, l'une des mères, a adressé une simple mise en demeure. Aucune plainte, aucune diffamation invoquée, aucun motif sérieux. Et pourtant, le service public s'est exécuté sans entendre la réalisatrice, sans entendre la production, sans entendre celle qui témoigne. Alors, je vous pose une question simple. À supprimer les, Est-ce vraiment la mission du service public de censurer un documentaire d'intérêt général pour complaire à un mis en cause non cité? Trop de fois, la parole des femmes qui dénoncent les violences sexuelles est méprisée et silencée. Hier, elles étaient traitées de sales connes par la première dame. Allez, une balle perdue. Elles sont censurées sur la télévision publique. Madame la ministre, remettez ce film en ligne et montrez que le service public reste fidèle à sa vocation. Très intéressant comme question. La parole est à Madame Rachida Dati. J'ai peur de la réponse. De la Culture. J'ai très peur de la réponse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Baptiste. Le sujet est trop grave pour y ajouter de la polémique, Monsieur le député. Voilà. Ça y est, ça commence. La protection de l'enfance, et ce combat, c'est un combat qui nous unit et vous le savez. C'est un combat ancien pour moi et c'est pour ça d'ailleurs encore des faits ont été dénoncés, des graves dysfonctionnements au sein de l'aide sociale à l'enfance ont été encore dénoncés récemment. Et moi, je remercie la défenseure des droits Claire Hédon d'être cette autosaisie de ces graves dysfonctionnements qui dénoncent aussi des crimes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que comme garde des Sceaux, j'avais souhaité créer cette autorité de défenseur des droits pour justement protéger les enfants victimes et notamment les enfants victimes d'inceste. Pourquoi l'inceste a été trop longtemps passé sous le silence? Parce que c'est un crime d'intimité, un crime familial. Et donc, je comprends tout à fait légitimement que les femmes qui ont témoigné dans ce documentaire aient eu le sentiment que le fait de supprimer le replay ait pu nier leurs paroles et ait pu nier aussi les faits qu'elles ont dénoncés, des faits graves.
Donc la réponse. Cette suppression de replay, c'est une conséquence d'une mise en demeure d'un avocat auprès de France Télévisions. Là où je vous rejoins, c'est une mise en demeure d'avocat, ça n'est pas une décision de justice. C'est pour cela, monsieur le député, je vous invite, avec les collectifs qui vous accompagnent, de rencontrer France Télévisions pour qu'ils vous expliquent les motivations qui ont conduit à la suppression de ce... Donc je ne vais rien faire. Je suis ministre de la Culture, mais je ne vais rien faire. Ministre. Il vous reste 3 secondes, monsieur le député. La télévision publique ne peut pas devenir un espace où une voix isolée, socialement armée, réduit au silence celles qui protègent leurs enfants. Bah oui, voilà, Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Valérie Bazin-Malgras pour le groupe Droite républicaine. Les députés de Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Santé, la loi qui porte votre nom a plafonné la rémunération des médecins intérimaires. Cette mesure a eu pour conséquence la création de contrats de motif 2, devenus la seule solution pour permettre à nos établissements de santé, dont les hôpitaux de proximité, de continuer à fonctionner, n'ayant pas les moyens de retenir les médecins titulaires. Or, l'application du décret encadrant strictement ces contrats devient une sanction. Une sanction pour les médecins qui souhaitent rester dans leurs établissements et une sanction pour les territoires, notamment ruraux, qui voient se refermer encore davantage l'accès aux soins. Partout en France, des hôpitaux essentiels à la continuité du service public se retrouvent à la veille de fermeture de services ou, pire encore, de fermeture totale, faute de praticiens. Les témoignages se multiplient, les alertes également. Votre réforme produit exactement l'inverse de ce qu'elle promet. Elle ne sécurise pas l'hôpital public, elle le fragilise, là où il est déjà en danger. Dans mon département de l'Aube, les hôpitaux Sud-Champagne sont au bord de la rupture. Ils peinent à garder leurs médecins. Certains sont déjà partis et d'autres s'apprêtent à quitter leur poste à cause de votre loi. Madame la ministre, comment pouvez-vous justifier de votre loi qu'elle contribue à mettre en péril des établissements qui sont souvent le dernier rempart sanitaire pour nos habitants? L'urgence est de lever, au niveau réglementaire, les 2 principaux points de blocage de votre loi, à savoir la limitation des contrats de motif 2 à 6 ans et le délai minimal d'inscription à l'ordre de 5 ans. Alors, quand comptez-vous le faire? Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la députée. La parole est à madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Alors. Merci madame la présidente. Madame la députée Bazin-Malgras, permettez-moi d'excuser madame la ministre de la Santé, madame Rist, qui m'a chargée de vous apporter la réponse. Alors pas à toute votre question parce qu'il y a des aspects sur lesquels on pourra vous confirmer certains délais, mais peut-être d'abord vous redire toute l'importance que le gouvernement attache aux hôpitaux de proximité et à leur rôle majeur dans l'accès aux soins. C'est d'ailleurs l'objet d'un rapport de l'Assemblée nationale commis par le député Yannick Monnet qui a réaffirmé par le biais de l'Assemblée nationale l'importance de ces hôpitaux de proximité qui sont effectivement une offre de premier recours extrêmement importante et aussi une offre d'orientation ensuite vers d'autres dispositifs de santé. Aussi, le gouvernement souhaite pouvoir continuer à soutenir ces hôpitaux de proximité. L'objectif, vous savez, c'est de pouvoir les intégrer dans le dispositif du réseau France Santé. On a déjà beaucoup de remontées d'informations, d'interpellations des hôpitaux de proximité, de pouvoir être labellisés, être partie prenante du réseau France Santé. Ils y ont toute leur place, compte tenu de l'accès aux soins qu'ils peuvent apporter, ce qui leur permettra également de bénéficier, lorsqu'ils seront labellisés, de subventions liées à France Santé, comme le reste qui viendront aussi concourir à leur bon fonctionnement. S'agissant avec des bouts de ficelle depuis des années. Dispositions de la loi RIS que vous avez évoquée, je reposerai la question à Madame la ministre de façon à ce qu'elle puisse vous répondre spécifiquement sur cet aspect-là. Merci beaucoup, madame la ministre. Donc une réponse qui n'en est pas une. Si, merci madame la présidente. Madame la ministre, j'aurais bien aimé que madame Rist soit là pour parler de cette loi vraiment délétère pour tout le système. Ah, elle n'est pas là, on ne va pas l'invoquer. J'aurais plaisir à vous inviter, ainsi que madame la ministre, à venir assister à la fermeture de nos hôpitaux de proximité. Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole est à présent à monsieur Nicolas Thierry pour le groupe écologiste et social. Le groupe écologiste, la présidente, qui ont fait pencher la balance hier. La ministre de la Transition écologique et concerne tout autant la ministre de la Santé. Ce qui me conduit à prendre la parole aujourd'hui, c'est une incompréhension profonde. Dans un nombre croissant de communes, des familles se demandent désormais si l'eau du robinet est encore sûre, si les œufs du jardin ou les légumes cultivés dans le potager familial ne présentent aucun risque
ou encore si on peut préparer un biberon en toute confiance. Ces quelques exemples disent tout de l'ampleur de ce que nous sommes en train de traverser. La pollution généralisée au PFAS n'est plus une dystopie, mais une réalité devenue tangible. L'ANSES vient de le confirmer avec une campagne de mesures d'une ampleur inédite. Plus de 90% de l'eau potable en France est contaminée par au moins un polluant éternel. Ah, t'avais raison. Cela s'ajoutent d'autres sources d'exposition, les boues d'épandage, les aliments à base de céréales ou encore les produits de la mer particulièrement impactés. Pourtant, malgré ces constats, malgré ces alertes, la loi PFAS, adoptée en février, demeure sans effet car aucun des principaux décrets n'a été publié 10 mois après son adoption. Encore ? Même que les premières mesures doivent entrer en vigueur au 1er janvier. Quant à la taxe pollueur-payeur, indispensable pour soutenir nos communes, vous en demandez le report en 2027. Il y en a de plus en plus des questions. Il arrive à un moment où ils disent les décrets ne sont pas parus. Situation et l'absence de réponse devient difficile à justifier. Notre pays a connu l'amiante, il a connu le chlordécone. Nous savons collectivement ce que coûte l'inaction face à un risque sanitaire. Ah oui, alors, voilà, oui. Quand allez-vous réagir? Quand allez-vous, par exemple, créer un fonds d'urgence pour accompagner les communes dans la sécurisation de l'eau potable? Quand allez-vous élargir l'interdiction des PFAS aux usages non essentiels pour réduire enfin la pollution à la source? Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Alors ma question est simple, Madame la Ministre. Pourquoi cette inaction? Pourquoi ce retard, cette hésitation, cette incapacité apparente à prendre la mesure du problème? Je vous le dis très calmement et très franchement, je ne comprends pas. C'est quoi ce gouvernement qui ne travaille pas, quoi? Monsieur le député, la parole est à Mathieu Lefebvre. Ça fait 3 semaines d'affilée, on nous dit que les décrets ne sont pas prêts. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, plein de lois différentes. Thierry, d'abord, je tiens à saluer votre engagement sur ce sujet, au travers notamment de la proposition de loi que vous avez fait adopter à l'unanimité de l'Assemblée nationale et qui est désormais... non, parce que du coup, l'eau en bouteille, elle est polluée de la aussi. République. Et je ne peux pas vous laisser dire, Monsieur le député, que le gouvernement resterait sans réponse ou qu'il y aurait une contamination généralisée de l'eau du robinet ou des eaux traitées dans notre pays. À quoi nous référons-nous, Monsieur le député ? À l'ANSES et donc à la science. Et que révèle l'étude de l'ANSES? Elle révèle que pour plus de 98% des échantillons, il y a plus de 1274 échantillons qui ont été traités, les seuils français ne sont pas dépassés. Et il y a en effet une non-conformité sur 1,4%. 92% contiennent des traces d'acide trifluoroacétique, absence de conformité généralisée ou qu'il y aurait une contamination généralisée. Sur le site de l'ANSES. 92%. Monsieur le député, s'agissant de votre loi, elle a été adoptée, elle sera mise en vigueur, et pleinement mise en vigueur, à tel point que votre Assemblée nationale et le Sénat ont voté donc là, Mathieu des Lefebvre, amendements pour introduire la redevance qui permettra de rapporter 15 millions d'euros l'an prochain. Il y a un débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour son entrée en vigueur, entre 2026 pour l'Assemblée nationale et 2027 pour le Sénat. Le gouvernement souhaite 2027 pour des raisons d'opérationnalité, notamment parce qu'il faut impérativement qu'un décret puisse être mis en consultation. Ce sont des arguments qui ont été indiqués au banc à l'occasion des Vous attendez quoi? S'agissant des interdictions qui rentrent en vigueur au 1er janvier 2026, elles rentreront en vigueur au 1er janvier 2026. Mais de grâce, ne cédons pas à l'ère du soupçon, monsieur le député, et travaillons ensemble peut-être à améliorer encore les contours de votre loi, à améliorer la mise en œuvre réglementaire de votre loi. On tombe peut-être dans l'ère du soupçon parce que justement rien n'est fait par rapport à nos qualités de vie qui se dégradent de jour en jour. Parce que ce gouvernement est pas foutu de prendre les décrets santé publique absolument indispensable pour nos concitoyens. Parce que des lois sont votées et elles ne sont pas appliquées par ce gouvernement. Merci Monsieur le Ministre. Je vous invite déjà à lire l'étude de l'ANSES parce que le polluant dont vous parlez, il n'y a pas de seuil réglementaire aujourd'hui qui sont fixés. Et bim, allez. Merci beaucoup Monsieur le député. La parole est à présent Monsieur Frédéric Petit pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, les députés de François quand allons-nous enfin annoncer la fermeture du ciel ukrainien ? Oui, protéger le ciel d'une partie de l'Ukraine, à distance du front, est une opération certes complexe. Cela sera sans doute utilisé et déformé par l'ennemi, y compris par ses relais ici en France ou ailleurs en Europe. Mais cette opération est désormais une obligation morale et stratégique. Je reviens d'une longue mission en Ukraine. J'ai rencontré de nombreux acteurs de nos deux sociétés civiles. J'ai vu des enfants à Kherson écrire une histoire avec ceux d'Avignon dans une bibliothèque scolaire souterraine, des entrepreneurs à Odessa se lancer dans des clubs d'affaires internationaux, des nouvelles collectivités territoriales faire sortir de terre leurs maisons de santé, l'hôpital de Lviv pour les blessés de guerre, sans doute le plus en pointe aujourd'hui en Europe. J'ai fait 40 km sous les filets envoyés par les pêcheurs bretons. Fermer le ciel, cela signifie protéger des citoyens engagés, c'est protéger notre fraternité. La France et les Européens se sont toujours tenus à côté des plus vulnérables. Ne laissons pas tuer des enfants dans leur sommeil, déchirer des familles par des drones ou des missiles russes.
La France et les Européens, depuis 80 années, bâtissent ensemble, unis dans la diversité. Ne laissons pas détruire des infrastructures énergétiques, des gares et des trains du quotidien. Ce sont sur ces ruines que les drames de la division risquent de renaître pour notre malheur commun. Fermer le ciel ukrainien, c'est aussi un message qui sera entendu et surtout compris à Moscou. Qui peut prétendre que protéger des civils, c'est entrer en guerre? Le président Zelensky vient de proposer des élections à une condition, c'est que nous les protégions. Peut-on imaginer que cela se fasse sous un ciel débordant de drones et de missiles? Si l'annonce de cette fermeture du ciel est clairement expliquée aux Français, par contre, comment organiser les élections dans les alors elle sera occupés portée par notre pays tout entier. Monsieur le ministre, fermer le ciel ukrainien, ça ne sera pas parfait du jour au lendemain, mais vous devez l'annoncer maintenant. Quand tout sera parfait, il sera trop tard. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, très intéressant ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, je veux d'abord vous remercier pour votre implication personnelle, pour la mission que vous venez de conduire et au travers vous saluer la place que les parlementaires ont pris dans le soutien de la France à Kiev, mais aussi les collectivités territoriales, puisque vous citez un certain nombre d'initiatives jusqu'au filet des pêcheurs bretons qui, mis bout à bout, constituent un ensemble de marques de soutien à l'Ukraine aujourd'hui envahie. Vous avez été modeste quant au rôle qui est le vôtre dans l'initiative de fermeture du ciel ukrainien qu'on appelle Sky Shield, que vous avez lancé cet été, qui a déjà rassemblé plus de 60 000 signatures autour d'une pétition que nous avons accueillie avec beaucoup d'intérêt et que nous intégrons dans la réflexion concernant le soutien militaire de la France à l'Ukraine. Ce soutien militaire, il concerne d'abord toute la période qui nous sépare encore du cessez-le-feu. Et à la fin du mois d'octobre, le président de la République a annoncé que de nouveaux avions Mirage ainsi que de nouveaux missiles Aster seraient transférés à l'Ukraine pour que le ciel ukrainien puisse être ainsi défendu. D'autre part, et inspiré en partie par votre initiative, nous avons organisé lors de la visite du président Zelensky récemment un forum des drones qui a permis aux industriels de nos deux pays de se rencontrer pour bâtir en quelque sorte ces capacités conjointes pour mieux protéger le ciel ukrainien. Il y a ensuite le moment du cessez-le-feu. Et dès lors que le cessez-le-feu interviendra, nous nous tenons prêts avec la coalition des volontaires que le président de la République, Premier ministre britannique, ont lancé ensemble, qui se réunira demain, à apporter d'abord les moyens à l'Ukraine de régénérer sa propre armée et puis les capacités militaires qui garantiront que cette paix ne puisse pas être interrompue par de nouvelles agressions ou incursions russes. Et puis il y a ensuite le long terme. Pour un pays qui a acquis son indépendance en 1991 et qui ne dispose pas encore de flotte aérienne, ce sont les accords trouvés à la fin du mois de novembre, ici à Paris, lorsque l'Ukraine a exprimé son intention d'acquérir jusqu'à 100 avions Rafale, des systèmes de défense SAMT et d'autres équipements qui lui permettront durablement, pour les décennies à venir, de protéger. C'est vrai qu'on oublie ça, c'est que l'Ukraine est un pays très jeune. La parole est à présent madame Estelle Youssoufa pour le groupe LYOT. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame Naïma Mouchou, ministre des Outre-mer. Dans quelques jours, nous marquerons le tragique anniversaire du cyclone Chido qui a ravagé Mayotte. C'était il y a un an. Un an depuis que cette catastrophe a emporté des vies et dévasté notre île. Pour nous, Mahoraises et Mahorais, au-delà du traumatisme visible et invisible laissé par Chido puis Dikeledi, cette année de souffrance est celle d'une interminable et douloureuse attente, l'attente d'une reconstruction qui n'a toujours pas commencé. Il y a eu bien sûr les premiers secours et les réparations d'urgence, et puis rien. Rien, puisque on en parle depuis septembre. Bayrou et Manuel Valls ont choisi de jouer la montre en faisant des économies sur notre île. Mayotte subit donc depuis un an une inertie qui nous achève. À ce jour, la plupart des familles mahoraises n'ont reçu aucune aide financière. De quoi reconstruire. La plupart des collectivités n'ont pas été remboursées des frais exceptionnels d'urgence qu'elles ont dû décaisser. Les bidonvilles se sont reconstruits et se sont même agrandis, tandis que les grands projets publics promis n'ont toujours pas démarré. Les logements et les bâtiments publics restent, eux, sous des bâches. Les coupures d'eau sont quotidiennes, les violences ont repris, les migrants débarquent chaque jour. Pourtant, cet été, le Parlement a voté une loi de programmation prévoyant 4 milliards d'euros pour reconstruire Mayotte. Le Premier ministre s'est engagé ici à dédier une ligne budgétaire spécifique à notre département avec un programme d'intervention territoriale de l'État, un PIT Mayotte, pour sanctuariser les crédits de la reconstruction. Depuis des semaines, nous négocions avec le gouvernement pour savoir combien vous allez réellement mettre sur la table pour Mayotte, pour veiller à ce que les grosses dépenses ne soient pas décalées après les élections présidentielles, pour que Bercy ne gèle pas mais augmente bien les crédits pour Mayotte.
Alors, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Quel sera le montant des crédits de paiement après un au tel budget cyclone qui a balayé Mayotte pour Mayotte? Quand et comment la ligne PIT Mayotte sera inscrite dans le budget de la Nation? La reconstruction de Mayotte sera-t-elle inscrite dans la loi spéciale si le Parlement ne vote pas le budget? Je vous remercie. Ça fait déjà un an de trop que les Mahoraises et les Mahorais attendent. Il leur faut des réponses et des engagements. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Youssoufa. Il y a un an, le cyclone Chido frappait Mayotte et je veux, à travers vous et à travers votre question, rendre hommage aux 40 morts et à leurs familles. Dès le lendemain de la crise, l'État a été particulièrement mobilisé pour rétablir les services vitaux, l'eau, l'électricité, les routes, pour essayer de faire en sorte que tout reprenne vie. Et vous y avez beaucoup contribué, Madame la députée, avec la prolongation du chômage partiel, avec l'aide aux agriculteurs, avec la remise en service de l'usine d'Ourouveni. Avec bien sûr, et vous l'avez mentionné, la loi de programmation, qui est un engagement tenu de l'État, 4 milliards d'euros jusqu'en 2031. Mais vous l'avez dit, et venons à l'essentiel, la situation reste très difficile. Et vous avez décrit le tableau de souffrance des Mahoraises et des Mahorais aujourd'hui. Il faut de l'action et il faut de la visibilité. Et ça n'est certainement pas moi qui jouerai la montre ou qui me cacherai derrière ces réalités. Alors concrètement, on en reparle dans 2 semaines. Le comité de suivi que je vais mettre en place à Mayotte, puisque je serai à vos côtés à partir du 15 décembre, précisera la programmation et précisera dans le détail les chiffres. Je vous les donne, Madame la députée. Pour 2026, 674 millions d'euros en autorisation d'engagement, 434 millions d'euros en crédit de paiement, dont 80% grâce aux PIT qui seront mobilisés donc directement par le préfet pour plus d'efficacité. En 27, je vous donne également les chiffres, 473 millions en AE et 530 millions d'euros en crédit de paiement. Tout comme grâce à l'adoption du PLFSS, les exonérations l'ODEOM qui pourront être mises en œuvre dès 2026. Grâce à vous, c'est un amendement qui a été adopté ici. Une enveloppe supplémentaire par ailleurs de 100 millions d'euros qui viendra renforcer les hôpitaux dans les Outre-mer et aussi à Mayotte. Mais vous l'avez dit, aucune loi spéciale ne pourra endosser ces engagements puisque la loi spéciale ne permettra que de percevoir les impôts qui sont essentiels aux services publics. Il faudra donc de nouveaux textes budgétaires éventuellement débattus et votés. Et donc la grande absente sera Mayotte si demain le Parlement décide de ne pas voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Attendre 2027 pour enfin sortir les crédits de paiement pour restaurer Mayotte. Horizon, les députés d'Édouard Philippe. Merci Madame la Présidente. Je suis vraiment compatissant vis-à-vis à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Barrot. Vendredi dernier, l'administration de Donald Trump a publié sa stratégie de sécurité nationale. Dans ce document, Washington s'en prend directement à l'Europe, aux activités européennes qui affaibliraient les libertés publiques et la souveraineté, au public migratoire, à la conception européenne de la liberté d'expression, tout en pointant un affrontement des taux de natalité ou encore une perte des identités nationales et de la confiance en soi. Sur le conflit en Ukraine, l'administration américaine estime qu'il est dans l'intérêt fondamental des États-Unis de mettre fin aux hostilités et de parvenir à une normalisation des relations entre l'Europe et la Russie. Sans surprise, cette stratégie a été favorablement accueillie par le Kremlin. Mais la critique de l'Europe ne s'arrête pas là. Lundi, Donald Trump est encore revenu à la charge devant la presse. Selon lui, les dirigeants européens sont faibles. La Russie a l'avantage et le président Zelensky n'est plus légitime. Le président américain n'a jamais aussi bien utilisé les éléments de langage du Kremlin. Comme l'a rappelé le président du Conseil européen, Antonio Costa, les États-Unis restent un allié et un partenaire économique important. Mais l'Europe est et doit rester souveraine. L'Union européenne ne peut en effet accepter une menace d'interférence. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous indiquer la position portée par la France face à des propos qui remettent en cause la capacité de l'Europe de choisir librement son destin? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Criot.
La publication de cette stratégie de sécurité nationale des États-Unis est au fond un moment de clarification et de vérité qui nous invite à tenir le cap et à accélérer. Parce qu'au fond, elle donne raison à la France. C'est la démonstration éclatante que nous avions raison depuis 2017 d'appeler l'Europe à l'autonomie stratégique et que nous avons eu raison depuis 8 ans de commencer à faire changer l'Europe. L'Europe a repris le contrôle de ses frontières avec le pacte sur les migrations et l'asile. Elle a pris les moyens, ou s'est donné les moyens de se défendre contre la concurrence déloyale, et elle a imposé des règles aux géants du numérique. Et quels que soient les hurlements de l'international réactionnaire, nous ne nous laisserons pas intimider. La règle est la même pour tous. TikTok l'a accepté, X l'a refusé, la Commission européenne a sévi et elle a bien fait, et ça n'est que le début. Il y a un certain nombre de voix qui vont s'élever, y compris en Europe, pour vous dire « Regardez ce texte américain, nous vous l'avions bien dit, la souveraineté véritable ne s'exerce qu'au niveau national. » Mais les peuples européens savent bien que la garantie de l'exercice de leur souveraineté passe aussi par l'Europe, à condition que l'Europe soit plus forte, qu'elle soit plus sûre et qu'elle soit plus compétitive. Les peuples européens refusent les capitulations dans les guerres d'invasion comme dans les guerres commerciales. Ils refusent que l'Europe devienne un continent vassalisé et vieillissant. Ils veulent que l'Europe devienne une puissance démocratique qui ne laisse personne décider à sa place. Alors, mesdames et messieurs les députés, le moment est venu. Ne les décevons pas. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ça, c'est des éléments de langage. La parole est à présent à madame Mariana Red Arbelot pour le groupe GDR. Les députés communistes et ultramarins. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre Yaorana, depuis votre nomination en décembre 2024, je vous alerte sur la situation problématique du centre de contrôle aérien de Tahiti-Fa'a, qui gère le plus vaste espace aérien français et un des plus grands au monde, près de 12,3 millions de kilomètres carrés, au cœur de la zone Indo-Pacifique. En interface directe avec les États-Unis sur 4000 kilomètres, la Nouvelle-Zélande et le Chili. Ce centre est unique par son étendue, son environnement international et ses contraintes opérationnelles. Il est un outil stratégique de souveraineté, de sécurité aérienne et de continuité territoriale. En effet, l'aéroport de Tahiti-Fa'a est l'un des 2 poumons de la Polynésie française. Aujourd'hui, l'offre de services publics est fragilisée par un sous-effectif et par une organisation de travail issue d'une lecture strictement hexagonale des textes, inadaptée aux réalités du terrain. Il en découle des fermetures quotidiennes de secteurs de contrôle à des heures sensibles et des difficultés dans la formation des contrôleurs stagiaires, ce qui hypothèque l'avenir même du centre. Les revendications syndicales ne sont pas salariales mais structurelles. Le reclassement en liste 5 est incontournable, mais chacun sait qu'il ne peut être immédiat. Il doit s'inscrire dans une trajectoire progressive et réaliste. Il y a urgence et pour garantir la continuité du service public, relancer la formation et éviter les fermetures de secteurs, il existe une solution technique, l'option 1 du protocole, déjà appliquée dans tous les centres et beaucoup d'approches, même en Outre-mer. Monsieur le ministre, ce n'est pas un sujet que vous découvrez. Ni la technicité de la question, ni l'instabilité institutionnelle ne sauraient justifier votre inertie. Pas de réunion stérile, pas d'audit inutile, mais des réponses concrètes. Quelles sont-elles? Merci beaucoup, Madame la députée. Encore une fois, ils n'ont pas pris les décrets, c'est ça? Ministre des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, avant toute chose, j'aimerais revenir, si vous me le permettez un instant, sur le terrible drame qui a frappé dimanche le monde de l'aérien. 4 jeunes passionnés de l'ENAC ont perdu la vie dans un crash. Ils incarnaient l'avenir de notre aviation. Je partage la peine de leur famille et de toute la communauté aéronautique. Je tenais à leur rendre hommage devant vous. Pour revenir à votre question, Madame la députée, je sais que vous connaissez parfaitement le sujet du contrôle aérien, étant vous-même issue de cette profession. La situation à Tahiti-Fa'a présente des spécificités propres, vous l'avez rappelé, l'insularité, la position centrale dans le Pacifique, la continuité territoriale vitale. Je salue la reprise du dialogue avec les syndicats. La réunion du 5 décembre a permis 2 avancées concrètes. Premièrement, la mission d'inspection de l'IGEDD qui dressera un état des lieux objectif répondant à la demande des syndicats. Et deuxièmement, nous proposons la reprise
de la formation de 12 contrôleurs stagiaires déjà affectés. C'est la solution la plus rapide pour répondre aux tensions sur les effectifs. La DGAC agit depuis plusieurs mois, renfort en RH, affectation supplémentaire et accompagnement des équipes locales. Plus largement, la situation du contrôle aérien français nécessite une réforme d'ampleur. Notre performance est en retrait par rapport à nos voisins européens. Cette réforme, je veux la mener. Je suis déterminé avec le gouvernement à tout faire pour que notre contrôle aérien soit à la hauteur du grand pays de l'aéronautique que nous sommes, en garantissant certes des conditions de travail soutenables, mais aussi l'effectivité des missions, l'amélioration de la performance et surtout la sécurité. Je compte sur la poursuite du dialogue constructif pour trouver des solutions durables, bien sûr à Tahiti, mais comme sur l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. La France ne peut pas continuer à regarder s'affaiblir l'un de ses centres de contrôle les plus stratégiques et laisser installer l'idée aux yeux de ses voisins qu'elle renonce à assumer pleinement ses responsabilités dans l'Indo-Pacifique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprend à 15h. Merci à tous. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, côté Assemblée nationale. Une séance explosive, comme je l'avais vu venir suite au vote du PLFSS de la dernière fois. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Et clairement, moi, je perds de plus en plus foi dans la capacité du gouvernement de pouvoir faire ce qu'on attend de lui. Voilà, ça fait 3 semaines qu'à chaque fois, on entend parler d'une loi qui n'est pas appliquée, dont les décrets ne sont pas parus alors qu'elle a été votée péniblement à l'arraché par les députés qui obtiennent des victoires, mais derrière, le gouvernement ne fait rien. Voilà, on a beau dire que le pays est ingouvernable à cause d'une Assemblée nationale morcelée, finalement, c'est pas tant l'Assemblée nationale morcelée le problème, c'est le gouvernement. Et c'est vraiment triste puisque du coup, les députés, eux, arrivent à se mettre d'accord pour trouver des compromis, des vrais compromis sur des projets importants. Et derrière ça, le gouvernement joue la montre en ne prenant pas les décrets. Je prends pour exemple le problème des PFAS qui a été soulevé par le groupe écologiste tout à l'heure. Je prends la situation de Mayotte ravagée par le cyclone Chido dont les premiers crédits de paiement vont péniblement arrivé sur l'année 2026 si le PLF est voté. On notera effectivement, comme l'a souligné Trancheke, du chantage au vote pour Mayotte. Et les vrais crédits ne commenceront à arriver qu'à partir de 2027, puisque là, pour l'instant, ce sont des miettes de pain qui sont données, alors que ça fait déjà un an de trop. Si ça avait arrivé n'importe quand, enfin n'importe où sur le territoire métropolitain, la situation aurait été réglée en moins d'un mois. Nous sommes 1 an après et les Mahoraises et les Mahorais en sont toujours au même point. C'est inadmissible de la part d'un pays tel que la France. Tout ça pour des règles d'écriture budgétaire qui font que, encore une fois, on relègue nos compatriotes d'outre-mer au second plan. Encore une fois, nos compatriotes des Dromcom sont, et je ne cesserai de le répéter, les grands oubliés de la République. Encore une preuve, s'il en était. Voilà. Donc cette séance me laisse un goût assez amer en bouche. J'espère que ça va bien se passer du côté du Sénat. Je ne peux pas vous le garantir. En tout cas, YouTube le verra dans la prochaine VOD. Nous, on va s'arrêter pour celle-là déjà côté Assemblée nationale. YouTube, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures, de prochains streams politiques. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.